Et la lumière fut. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et de me donner la possibilité de vous parler donc des pratiques pédagogiques et de se demander si elles peuvent diminuer ou aggraver les inégalités de réussite à l'école. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose qui, disons, tienne compte des deux aspects de l'évaluation, c'est-à-dire à la fois évaluer, c'est évaluer des dispositifs en ayant une idée de ce que ça produit sur les élèves. Évaluer les dispositifs numériques, par exemple. Et c'est aussi évaluer les élèves dans les dispositifs d'évaluation tels qu'on les connaît, avec notation, etc. Il y a manifestement un faux contact. Voilà. Peut-être qu'il faut que quelqu'un tienne le fil en permanence. Oh là là. Voilà. Alors là, on a carrément fait un saut énorme dans le diaporama. Voilà, c'est bon, très bien, merci. Voilà. Et évidemment, il y a quand on traite des questions comme ça, il y a une multiplicité de choses qu'il faudrait aborder, qu'il faudrait discuter. Et j'ai essayé d'être à la fois pas trop, unilatéral, et en même temps de ne pas partir dans toutes les directions, mais quand même, il faut que je vous parle d'un certain nombre de choses. Donc j'espère que la présentation ne vous apparaîtra pas trop, disons, patchwork. J'espère que vous repérerez quand même le fil conducteur qui a animé le propos que j'ai voulu vous tenir. Quand on parle des inégalités à l'école, je vais juste faire un tout petit préambule. Quand on parle des inégalités à l'école, oui, il y a des inégalités à l'école. Je vais vous montrer d'ailleurs dans une perspective internationale ce qu'on peut dire de l'état du système français. Mais je voudrais juste rappeler une première chose qui me semble quand même assez fondamentale, parce que oui, l'école, d'une certaine manière, elle est accusée de générer des inégalités sociales. Et je vais essayer de vous montrer effectivement un ensemble de processus et de pratiques qui risquent effectivement parfois d'aggraver les inégalités. Mais il ne faut pas oublier une chose qui réfère en fait aux effets qu'on pourrait dire absolus de l'enseignement, c'est-à-dire le fait d'être scolarisé ou de ne pas être scolarisé. Et je rappelle que la période où les inégalités d'acquisition scolaire se creusent le plus entre les favorisés et les défavorisés, c'est pendant les vacances. Voilà. Donc, oui, l'école peut générer des inégalités, on peut montrer qu'il y a des pratiques qui sont plus équitables que d'autres, mais dans le même temps, l'école, elle contient des inégalités, et il faut aussi garder cela en tête. Alors, je vous présente ici juste un tableau, c'est un tableau issu de PISA 2006, enfin, j'aurais pu prendre 2009, 2012, 2015, 2018, peu importe. Ce tableau présente les différents pays, avec leur score moyen, bon, peu importe. Voilà, ici, la question n'est pas de savoir qui réussit mieux que d'autres, mais simplement ici, dans cette colonne-là, vous avez la part de la variance des performances des élèves, donc à PISA, à 15 ans, qui s'explique par leur milieu socio-économique et culturel. Ces valeurs-là, si vous ne savez pas exactement ce que ça représente, disons que si toutes les différences d'acquisition étaient dues à l'origine sociale et culturelle, alors ces différences expliqueraient 100% de la variabilité des scores. Si rien n'était dû à ça, on expliquerait 0%. Voilà. Et vous voyez, en moyenne, dans la moyenne de l'OCDE, l'origine socio-économique et culturelle des élèves explique à peu près 14% de la variance des résultats.
C'est-à-dire que c'est un poids qui est non négligeable. Il n'y a pas un seul pays où il n'y ait pas de relation, où les enfants favorisés socialement donc, ne réussissent pas un peu mieux, voire beaucoup mieux, que les enfants de catégories sociales défavorisées. Mais en réalité, ça s'exprime de façon assez différente d'un pays à l'autre. Vous voyez, par exemple, alors que la moyenne donc, est de 14%, il y a un pays comme le Canada où l'origine socio-économique et culturelle n'explique que 8%. En Finlande, 8%. En Islande, 6%. Au Japon, 7%. Au Corée, 8%. En Norvège, 8%. Donc il y a certains pays d'extrême Asie et un certain nombre de pays scandinaves pour lesquels le poids socio-économique est moins fort qu'ailleurs. Ça veut dire que les résultats dans ces pays-là dépendent moins fortement qu'ailleurs de l'origine socio-économique et culturelle. Et en revanche, il y a des pays où le poids est plus important qu'ailleurs. Et on voyait, on atteint des valeurs assez élevées. En Belgique, on est à 19%, en Autriche, on est à 15%, en République tchèque, on est à 15%, et là, vous avez la France, et on est à 21%. 21,2%, la Hongrie, 21,4%, le Luxembourg, 21,7%, et voilà. On figure dans le top 3 des pays où le poids de l'origine socio-économique et culturelle est le plus fort. Donc, il se trouve que notre pays, notre système éducatif, génère en moyenne plus d'inégalités socio-économiques que dans la plupart des autres pays. Voilà. Alors, je n'ai pas, moi, l'explication absolue à ça. D'ailleurs, je défie quiconque d'avoir vraiment toute la solution. On a des pistes, on a un certain nombre d'éléments de compréhension de ça. Mais voilà, je vous présente ça pour vous dire ô combien, effectivement, la question des inégalités sociales de réussite scolaire est cruciale en France. J'en profite pour vous dire que là, ce sont les résultats en maths, mais on a les mêmes résultats en français et en sciences. Voilà. Donc, contrairement à ce que certains disent, le poids de l'origine socio-économique et culturelle en France, ce n'est pas simplement dû au fait qu'on enseigne Proust, Victor Hugo, voilà, et que donc, alors que d'autres pays sont sur des lectures beaucoup plus fonctionnelles, etc. Donc il n'y a pas que ça, puisque ça touche aussi les maths et les sciences. Alors voilà, ça c'est juste un constat. Maintenant, je vais vous parler de l'efficacité et de l'équité. Je vais être un tout petit peu technique, juste pour vous permettre de comprendre exactement ce qu'il faut comprendre. Quand on s'intéresse à un système éducatif, on peut réfléchir à ces résultats en termes d'efficacité. L'efficacité, ça va être la capacité à élever le niveau moyen des élèves. En moyenne, est-ce que tel dispositif, telle pratique, tel système éducatif font mieux réussir les élèves? Par exemple, à PISA, en Finlande, les résultats sont globalement meilleurs qu'en France. Le système éducatif semble plus efficace. Mais néanmoins, il y a plusieurs manières d'élever une moyenne. On peut faire monter un petit peu tout le monde, ou on peut faire monter certains groupes par rapport à d'autres, par exemple. Et donc, il est important de coupler ça, cette efficacité, avec la question de l'équité. Et l'équité, on va l'entendre comme étant la capacité à égaliser les niveaux des élèves. Et dans un système, disons, démocratique, on pourrait espérer probablement que nos systèmes éducatifs soient à la fois efficaces et équitables. C'est-à-dire qu'ils soient performants, mais qu'en même temps, ils ne créent pas d'écart trop fort entre les différents groupes d'élèves. Alors, voilà la toute petite partie technique que je vais vous imposer, mais il n'y a pas de formule, il n'y a pas de choses comme ça. Imaginez la chose suivante. Vous avez des élèves qui passent des évaluations en début d'année. On leur fait passer, par exemple, un test de maths,
ou un test de lecture en début d'année. Et évidemment, les élèves vont se distribuer, voilà, des plus faibles jusqu'aux plus forts sur ce test. Et puis, imaginez qu'on leur fait passer un test équivalent en fin d'année. Voilà, alors même chose, ils vont se distribuer des plus faibles aux plus forts. Chaque point, ici, représenterait un élève fictif. Et vous voyez que, par exemple, cet élève-là, il était plutôt faible au début, il est plutôt faible à la fin. Cet élève-là, par exemple, il était très performant au début, il est très performant à la fin. Voilà. Et en règle générale, quand on fait ça, on s'aperçoit que le nuage de points, donc qui représente chaque élève, chaque point représente un élève, est orienté comme ça. C'est une espèce de forme de nuage oblong qui montre qu'en moyenne, quand le score de début d'année augmente, le score de fin d'année augmente. Ça, tous les enseignants le savent. Les enseignants savent qu'en moyenne, ceux qui sont plutôt bons au début d'année sont plutôt bons en fin d'année. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Quand on a trouvé un résultat scientifique comme ça, vous n'obtiendrez pas le prix Nobel avec ça. Du coup, je peux me dire quelle est la relation entre ce score initial et ce score final. Voilà. Et cette relation, je peux la figurer comme ça. Disons que c'est la droite qui passe au milieu du nuage de points. Et elle représente l'aspect général, générique de cette relation. Vous voyez, si je suis là en début d'année, je peux espérer un score comme ça à peu près. C'est ce qui est le plus probable. Alors évidemment, il y en a qui progressent beaucoup plus que ça et d'autres beaucoup moins. Mais globalement, voilà, c'est, disons, la structure générale du phénomène. Alors, il se trouve que quand on observe ce qui se passe, imaginez qu'ici ce soit la moyenne, voilà. Quand on observe ce qui se passe et qu'on regarde d'une classe à l'autre, on s'aperçoit qu'il y a des classes qui sont plus hautes que d'autres dans le graphique. Voyez ? Et prenez un élève, par exemple, qui aurait ce niveau-là en début d'année, eh bien, dans cette classe-là, il peut espérer avoir ce niveau-là, et dans cette classe-là, il obtiendra ce niveau-là. Donc, vous voyez, la hauteur dans le graphique nous permet de dire, en fait, même à niveau initial donné, il y a des classes, finalement, où les acquis de fin d'année sont meilleurs. Donc, il y a des classes qui sont plus efficaces que d'autres. Mais la hauteur dans le graphique n'est pas la seule chose qui bouge. Les pentes varient également. Par exemple, imaginez une classe comme celle-ci. Vous voyez, la pente ici est beaucoup plus forte qu'en moyenne. Ça veut dire que dans cette classe-là, les résultats de fin d'année dépendent beaucoup plus fortement des résultats de début d'année qu'en moyenne. Vous voyez, regardez, les élèves faibles sont vraiment pénalisés et les élèves forts, eux, au contraire, ils y gagnent. Et puis, on trouve toutes les combinaisons possibles. On trouve, évidemment, plus fort, enfin des pentes plus fortes et des pentes moins fortes. Donc, dans cette classe-là, la classe verte, au contraire, vous voyez, la pente est très amoindrie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Regardez, si vous prenez des élèves forts, des élèves faibles, vous voyez, en fin d'année, les écarts sont plutôt modérés. Alors que dans cette classe-là, vous voyez, les écarts sont très grands. Ce qui veut dire que cette classe-là, elle est moins équitable que la moyenne au sens où elle tend à, au moins relativement parlant, à accroître les écarts. Tandis que celle-ci, elle tend à les diminuer. Donc, elle est plus équitable. Dans la réalité, c'est-à-dire quand on fait des épreuves, quand on travaille sur les données empiriques, toutes les différentes variations apparaissent. Des variations de pente, des variations de hauteur dans le graphique, ce qui fait qu'on a des combinaisons. Par exemple, cette classe-là, regardez, elle est assez haute dans le graphique, la pente est faible, donc c'est une classe plutôt équitable et efficace, alors que celle-ci serait plutôt moins équitable que la moyenne et moins efficace que la moyenne. Donc on observe toutes ces configurations-là. Là, pour l'instant, ce que je vous ai présenté, c'est des choses idéales typiques.
si j'ai un gros échantillon de classe, qu'est-ce que j'observe? Ben, j'observe quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez me dire, ça ressemble à rien. Vous n'aurez pas forcément tort. Il faut attraper les éléments fondamentaux. En gros, voilà, oui, les classes, ça varie considérablement. Mais regardez bien ce qui se passe. Pour les élèves faibles, en fait, il y a beaucoup plus de variations d'une classe à l'autre que pour les élèves forts. D'une classe à l'autre, les élèves forts, voilà, ils vont varier de ça. D'une classe à l'autre, les élèves faibles, ils vont varier de tout ça. Donc, beaucoup plus. Ce qui tente à indiquer que tout le monde est sensible à l'enseignement des classes, aux pratiques qui sont réalisées dans les classes, mais les élèves faibles sont encore plus sensibles que les autres. Remarquez également une chose, c'est qu'il y a une espèce de faisceau comme ça, et ce faisceau, il est quand même structuré. Plus vous montez dans le graphique, donc plus vous montez en efficacité, plus les pentes sont faibles. A l'inverse, plus vous descendez en efficacité, plus les pentes sont fortes. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie qu'il y a une corrélation entre l'efficacité et l'équité. En moyenne, les classes les plus efficaces tendent aussi à être les plus efficaces, les plus équitables, pardon. Et ça, c'est un résultat qui est extrêmement important parce qu'il nous dit déjà, dans la pratique, on n'a pas à choisir entre efficacité et équité. Vous voyez, ce dilemme, voilà, est-ce que j'essaie d'être démocratique, équitable, mais du coup, ça ne va pas très bien marcher en termes de performance, ou au contraire, je me dis, là, j'essaie de booster les performances, mais je risque d'être inéquitable. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et la raison pour laquelle ça ne passe pas comme ça, c'est que ce qui est généralement bon pour les acquisitions est en fait particulièrement bon pour les élèves faibles. Ou une autre manière de le dire consisterait à dire qu'il n'y a pas vraiment... Alors après, il y a les spécificités, il faut distinguer, mais globalement parlant, il n'y a pas tellement les pratiques qui sont efficaces pour les forts, et puis des pratiques complètement différentes qui sont efficaces pour les faibles. Ce qui marche pour les uns tend à marcher aussi pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Ce que je vous montre là, alors vous voyez, pourquoi je vous ai fait cette introduction un peu avec des droites là. Vous avez ici, alors l'origine est changée, mais bon, ça n'a pas d'impact. Vous voyez, vous avez ici le score initial des élèves, vous avez ici le score final des élèves, donc tel que voilà, on l'a présenté auparavant, et vous avez deux droites ici. Et ces droites, elles représentent la relation moyenne, donc ça c'est dans une étude qu'on a faite, une vaste étude avec plein de classes, etc. Et on a distingué les classes selon que l'enseignant avait une ancienneté faible, donc la droite bleue là, donc moins de 5 ans d'ancienneté, versus une ancienneté forte, une grande expérience, au-delà de 5 ans, voilà, et que ça pouvait aller jusqu'à 30 ans d'ancienneté, etc. Et ce que vous remarquez, c'est quoi? D'abord que quand les enseignants ont une forte ancienneté, globalement, bon à part ici, mais bon, la droite est au-dessus. La droite rose est au-dessus de la droite bleue. Donc les enseignants expérimentés sont en moyenne plus efficaces que les autres. Bon, ça peut surprendre personne probablement, c'est comme ça dans la plupart des métiers, quand on a acquis de l'expérience, on devient plus efficace, c'est normal. Bon, quand faut-il le montrer? Mais surtout, regardez, ils sont surtout beaucoup plus efficaces pour les faibles. Voilà. Ici. Et donc, l'efficacité, la plus grande efficacité des enseignants
qui ont une forte ancienneté, c'est en fait surtout une capacité à bien faire progresser les élèves faibles. Ceux qui pâtissent le plus d'une faible expérience des enseignants, ce sont justement les élèves qui sont les élèves en difficulté. Voilà. Et vous voyez qu'à partir de là, alors là, ces écarts-là, il ne faut pas trop y faire attention, ce n'est pas très significatif. À partir de là, on peut dire que c'est à peu près pareil, si vous voulez. Oui. Mais donc, pas beaucoup de différence d'efficacité sur l'effort, mais une réelle différence d'efficacité sur les faibles et également sur les élèves moyens. Oui, ça vous montre bien que voilà, si je gagne en efficacité, en fait, en moyenne, je gagne également sur le côté sur la dimension de l'équité. Alors, quels sont les processus à l'œuvre? J'aurais pu discuter de dizaines et de dizaines de choses avec vous. J'ai dû couper, j'ai dû faire aussi avec le thème de la semaine, qui est l'évaluation. Donc je vais vous parler effectivement de l'évaluation. Mais j'ai voulu brosser un petit peu avec vous un certain nombre de choses et en particulier essayer de brosser avec vous des choses qui, dans la littérature, sont maintenant assez bien connues et sont assez bien assurées, à tel point que même des institutions très officielles, je vous en parlerai après, telles que l'Education Endowment Foundation en Angleterre, ou même certains départements d'éducation américains, se proposent justement d'établir ce que l'on sait sur certains processus, et non seulement ça, mais sont capables de coter ces processus ou ces pratiques en fonction du degré d'évidence, en quelque sorte, que l'on a, c'est-à-dire du degré de preuve que l'on a que ça marche. Alors, il y a des choses qui sont maintenant bien connues. Je ne vais pas trop les développer ici, parce que peut-être ce n'est pas complètement l'objet de cette semaine-là, mais je voudrais quand même les rappeler. La plupart des travaux qui s'intéressent à la question de l'explicitation de l'enseignement, c'est-à-dire qui disent qu'il faut expliciter les objectifs de manière à orienter l'attention des enseignants, des élèves, sur les éléments importants qu'ils auront à apprendre, à assimiler, etc., sont des éléments qui non seulement sont efficaces, mais sont équitables, parce que ceux qui ont le plus de risques de ne pas comprendre l'objet de la leçon ou de ne pas en saisir les notions essentielles, c'est justement les élèves qui sont en difficulté. Et donc, l'explicitation des objectifs, non seulement c'est bon pour tout le monde, mais c'est en particulier bon pour les élèves défavorisés ou en difficulté. Expliciter les contenus. Voilà. Par exemple, maintenant, sur l'enseignement de la lecture, plus personne ne doute que c'est un enseignement explicite de la lecture qu'il faut réaliser et non pas un enseignement explicite. Je ne vais pas trop développer ces choses-là. On le retrouve également dans d'autres disciplines. Et également, on peut expliciter des stratégies de résolution. Par exemple, personne ne peut savoir exactement de quoi est composée la compréhension d'un texte. Vous ne pourrez jamais réduire la compréhension d'un texte à un algorithme déterminé qui suffirait d'appliquer. En revanche, on sait qu'il y a des points qui posent problème aux élèves. Par exemple, les reprises pronominales. Par exemple, les connecteurs logiques, les connecteurs temporels, etc. Par exemple, les inférences à réaliser. Oui. Tout n'est pas dans le texte. Un texte, en général, pour le comprendre, il faut composer aussi avec ses propres connaissances. Tout ça, on sait que ce sont des nœuds de difficulté pour les élèves. Eh bien, on peut spécifiquement enseigner explicitement ces choses-là.
et donc aider les élèves à se référer à ça, hein, comme on appelle ça des stratégies cognitives, hein, se repérer à ça pour les aider à comprendre les textes. Ça ne fera jamais l'alpha et l'oméga de la compréhension, mais néanmoins, ça va les aider. De la même manière que rédiger une bonne dissertation, vous le savez tous, hein, il ne suffit pas, voilà, il n'y a pas d'algorithme, mais là encore, il y a des points particulièrement importants. Voilà. Donc je vais... Bon, de toute façon, on aura des questions après, si vous me posez des questions, n'hésitez pas. Ce que je voudrais voir ici maintenant, c'est... Donc, revenir sur l'exemple de la compréhension en lecture, mais du point de vue de certaines institutions, et en particulier de l'Educational Endowment Foundation. Alors, excusez-moi, j'ai laissé les diapos en anglais. Alors, c'est pour deux raisons. D'une part, parce que voilà, c'est un petit peu long à traduire, et d'autre part, et surtout, pour que vous les voyez dans leur jus, en quelque sorte. Voilà. Alors, l'Educational Endowment Foundation, c'est une institution en Angleterre qui est chargée très officiellement de recenser les résultats de la recherche, d'essayer d'établir les résultats qui sont obtenus, d'essayer de classer ces résultats en fonction du degré de solidité des preuves, et puis de lancer des expérimentations. De lancer des expérimentations d'abord à petite échelle, puis à grande échelle, et qui a dans ses règles que l'évaluation de ces programmes ne sont pas faites par les chercheurs qui mettent en place le programme, mais par des chercheurs indépendants, de manière à avoir une évaluation parfaitement indépendante. Et ils sont capables maintenant donc de dire si certaines pratiques coûtent plus ou moins cher. Vous voyez, donc plus il y a de pounds allumés et puis plus c'est cher. Vous voyez. Ici, par exemple, c'est une pratique pas chère. Voilà. Le nombre de cadenas, ici, ça renvoie le niveau de preuve scientifique. Est-ce qu'on est assez sûr? Est-ce qu'il y a consensus? Est-ce que la plupart des recherches montrent ça? Donc vous voyez, ici, on est sur un niveau de preuve élevé, voire très élevé. Et puis, ici, là, dans le rond, le chiffre que vous voyez avec un signe devant, c'est le nombre de mois de scolarité, ou d'acquisition, si vous préférez, que peut faire gagner cette pratique par rapport à une pratique standard. Et vous voyez, par exemple, dans ce qu'il recense, ça va par exemple de -4, donc il y a les pratiques qui font perdre du temps, hein, d'accord, jusqu'à +8. Donc ici, on a un impact très élevé. Donc vous voyez, travailler sur les stratégies de compréhension de la lecture, c'est pas cher, on a un très haut niveau de preuve, et en même temps, ça apparaît très efficace. Et vous voyez, ce qu'ils disent, hein, pour beaucoup d'élèves, donc beaucoup d'élèves ont besoin qu'on leur enseigne explicitement et de façon constante les stratégies de lecture. Oui. Et en particulier, les élèves en difficulté en bénéficient tout particulièrement d'un enseignement explicite des stratégies de compréhension de texte. Oui. Donc, là, il y a un relatif consensus, si on regarde la littérature, là encore, hein, et la lecture scientifique la plus sérieuse, pour montrer qu'il y a une efficacité à ça, et que cette efficacité, elle est en même temps bénéfique aux élèves en difficulté. Donc, bon, voilà, je vous ai dit, on peut travailler sur la prise pronominale, etc. Je ne vais pas trop développer tout ça. Je vous donne juste un autre exemple. La métacognition et l'autorégulation. Les stratégies métacognitives, hein, c'est-à-dire en fait le contrôle et l'évaluation de sa propre cognition, c'est-à-dire de ce qu'on engage dans les activités scolaires, et l'autorégulation, c'est-à-dire la capacité à s'autoréguler, par exemple à faire les efforts qu'il faut au moment où il faut, à enlever les distractions, etc. Eh bien, là encore, ces capacités de métacognition et d'autorégulation, vous voyez, c'est pas cher à mettre en place,
il y a un niveau de preuve très élevé, et voilà, on peut gagner beaucoup, d'accord? Donc c'est très efficace. Eh bien, que disent les travaux? Voilà. Ben là encore, ce qui marche, c'est d'enseigner explicitement des stratégies pour aider les élèves à planifier, à diriger, à évaluer des aspects spécifiques de leur apprentissage. Et ça peut être tout à fait, efficace. Alors là encore, c'est globalement efficace. Est-ce que c'est particulièrement efficace pour les élèves en difficulté? Eh bien oui. Ben oui. Donc, il s'agit pour les enseignants, oui, de montrer, par exemple, de mettre ce qu'on dit mettre un haut-parleur sur sa pensée. Voilà, lorsque je résous ça, je fais ça, je m'y prends comme ça, etc., etc. Et quand on fait ça, quand on modèle ses propres processus de pensée, on n'est pas simplement en train de dire comment faire, on est en train de donner aussi aux élèves des clés métacognitives, des stratégies métacognitives. Comment je m'y prends? Voilà. Et ça, vous voyez, ça permet de réduire les écarts sociaux de réussite scolaire. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de preuves qui suggèrent que les élèves défavorisés ont moins de chances d'utiliser des stratégies métacognitives et d'autorégulation si ces stratégies ne leur sont pas explicitement présentées. Donc le fait d'enseigner cela, d'enseigner explicitement, c'est non seulement efficace globalement, mais c'est particulièrement efficace pour les élèves en difficulté ou les élèves défavorisés. Voilà. Alors, une autre petite chose, puis après, voilà, je voulais vous en parler un petit peu, faire des groupes de niveau en classe. S'il s'agit de groupes de besoins, c'est-à-dire de besoins ponctuels, on a repéré que des élèves avaient des difficultés à un moment donné, c'est probablement effectivement efficace de les regrouper à certains moments pour leur enseigner spécifiquement disons, les habiletés où ils sont en difficulté. En revanche, bien que ça puisse ressembler dans l'organisation de la classe, avoir des groupes de niveaux fixes, par exemple, c'est-à-dire que, vous savez, on organise la classe, il y a le groupe des forts, le groupe des moyens, le groupe des faibles, par exemple, puis on laisse ça comme ça, de manière fixe, tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça produit? Alors, j'aime bien vous montrer, parce qu'en fait, c'est surtout illustratif, une étude de Donna Eder qu'elle avait faite il y a longtemps, déjà en 1981. Elle avait tout simplement enregistré une étude de microsociologie dans les classes, en première année élémentaire, et elle allait dans des classes qui fonctionnaient justement comme ça, par groupe de niveau. Et tout simplement, elle a observé ce qui se passait. Et elle a vu des choses qui sont assez étonnantes. Alors, certaines ne le sont pas vraiment, d'autres le sont davantage. D'accord? D'abord, dans les résultats, il y a beaucoup plus d'inattention dans les groupes faibles. Et voilà, les élèves sont inattentifs en temps d'écoute pendant 22% pour les élèves forts et pendant 41% pour les élèves faibles. Vous voyez, donc il y a beaucoup plus de distraction, entre guillemets, dans les groupes faibles. Ça, à la limite, voilà, les mêmes choses. Les enseignants ne sont probablement pas très étonnés de ça. Mais ce qui est plus étonnant, c'est ce qui se passe. Et notamment le rôle de l'enseignant. Il y a évidemment beaucoup plus d'activités de management, etc. Mais ce dont elle s'est aperçue, c'est que les tours de lecture sont beaucoup plus fréquemment dérangés, perturbés, interrompus dans les groupes faibles. La question, c'est à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? En fait, très souvent, c'est dû à l'enseignant lui-même. L'enseignant lui-même, qui a une source de perturbation des tours de parole, oui, par exemple, il va s'adresser beaucoup plus souvent à des non-lecteurs dans les groupes faibles que dans les groupes forts.
les variations de troubles de lecture sont beaucoup moins réprimandées. C'est-à-dire que quand il y a des élèves qui coupent la parole à d'autres, par exemple, c'est beaucoup moins réprimandé dans les groupes faibles que dans les groupes forts. Bref, ce qu'elle a montré, c'est que l'environnement pédagogique créé par les groupes de niveau faible, en fait, place les élèves en difficulté. L'environnement d'apprentissage lui-même est moins bon, et en partie par l'action même de l'enseignant. Parfois pour les meilleures raisons du monde, hein, parce qu'il voit un élève en difficulté, et donc il lui demande de s'arrêter, il demande de prendre un autre. Mais en gros, c'est un peu plus le bazar, si vous voulez, dans les environnements des groupes faibles. Et cela, en partie au moins, est dû aux enseignants. Voilà. Donc, si là encore, s'il est certaines pratiques qui font consensus dans la littérature, c'est bien de dire que des groupes de niveau fixe, je dis bien fixe, hein, figé dans l'année, eh ben, vont rendre les élèves forts meilleurs et les élèves faibles moins bons, du simple fait que l'environnement d'apprentissage est beaucoup moins favorable dans ce dernier cas. Voilà. Maintenant, j'en viens aux pratiques évaluatives elles-mêmes, puisque c'est le thème de la semaine, et que, effectivement, il faut bien en parler, et voir que derrière ces pratiques évaluatives, effectivement, il y a des pratiques évaluatives, peut-être, qui peuvent générer des inégalités sociales. Alors, je ne vais pas, étudier très précisément les pratiques sommatives, formatives, etc., etc., mais je vais essayer de vous prendre un point de vue plus général, c'est-à-dire considérer l'évaluation, pas seulement dans sa forme de notes, de commentaires, mais aussi dans la formation générale du jugement que les enseignants portent sur leurs élèves. On a tout un ensemble de travaux maintenant qui montrent assez bien comment se construit le jugement que les enseignants viennent à porter sur leurs élèves, sur le niveau de leurs élèves, et évidemment aussi sur leur copie, sur leur réalisation. Le premier élément important consiste à dire que juger n'est jamais une simple copie de la réalité. Juger une situation, juger le niveau d'un élève, ce n'est jamais juste enregistrer in extenso ce qui se passe. Juger, c'est toujours, pour l'évaluateur, se construire une représentation cohérente de l'objet d'évaluation. Donc il y a un aspect constructif, en quelque sorte, de ce jugement, dans lequel deux dimensions vont jouer un rôle prépondérant. C'est le contenu. Quels sont les éléments ? Quels sont les éléments factuels ? Quels sont les détails ? Quels sont, etc., les éléments sur lesquels je me fonde, que je prélève dans la réalité, mais également des éléments qui sont liés à la confiance dans le jugement que je vais émettre. Le problème, et ce n'est pas un problème propre aux enseignants, c'est le genre humain qui est affecté par ça, c'est que notre cerveau, contrairement à ce que tout le monde croit, le cerveau humain, il n'est pas tellement fait, pas tellement équipé, en fait, pour raisonner explicitement. Le cerveau humain, à la base, il est fait pour agir. Et donc, il est particulièrement équipé pour juger les situations de manière spontanée. Juger si, par exemple, l'animal que j'ai en face de moi, il est dangereux ou pas. Est-ce que je peux être son casse-croûte ou pas ? Et il faut agir vite. Voilà.
Et donc, voilà, c'est Kahneman, hein, donc le psychologue qui est devenu prix Nobel d'économie, hein, qui dit voilà, notre cerveau, c'est une machine à tirer des conclusions hâtives. Et pour cela, nous avons tendance à négliger l'ambiguïté et à supprimer le doute. Par exemple, il y a plein d'expériences qui montrent que notre cerveau déteste le hasard. Pourquoi ? Parce que le hasard est imprédictible et que c'est très difficile de fonder une histoire cohérente sur la base du hasard. Donc, on a plutôt tendance spontanément à négliger ces choses-là, et donc on n'est pas de très bons raisonneurs, statisticiens, en règle générale. Et globalement, le jugement auquel parviendra un enseignant, il sera d'autant plus confortable, entre guillemets, que cet enseignant aura réussi à construire une histoire bien cohérente, bien crédible pour lui, finalement, hein, de son propre sentiment de subjectivité, parce qu'il a une certaine aisance cognitive. Vous voyez, par exemple, si sur un élève, vous voulez juger de son niveau, je ne sais pas moi, dans une certaine discipline, et puis tous les résultats convergent vers ce niveau-là, vous aurez un sentiment d'aisance cognitive. Mais nous ne sommes pas juste des enregistreurs. Nous prélevons de l'information, et cette information que nous prélevons, elle est donc nécessairement sélectionnée. Comme nous sommes en recherche implicite de cohérence, parce que nous cherchons à éviter la dissonance cognitive, eh bien nous allons parfois négliger certaines informations au profit d'autres. Et par ailleurs, ça c'est d'un point de vue logique, la cohérence des indices d'information n'est pas un indice de validité, enfin, ce n'est pas un bon indicateur de validité du jugement. Pourquoi ? Parce que, d'une part, je peux obtenir un jugement qui me semble très cohérent du simple fait que j'ai prélevé dans l'univers d'information celle qui confirme mon opinion de départ. Oui. Donc, ce prélèvement de l'information peut m'amener finalement à confirmer des états de représentation initiaux, mais qui vont me paraître à moi tout à fait cohérents. Voyez. Donc, je prélève bien des éléments factuels, mais quels éléments factuels ? Et par ailleurs, autre élément important, l'histoire cohérente que je vais me construire, elle ne sera pas faite que d'éléments factuels. Il y aura bien sûr des éléments inférés. C'est-à-dire que pour me construire une histoire cohérente du niveau de cet élève, etc., et peut-être du parcours que je peux envisager et projeter pour cet élève-là, je dois en fait à certains moments faire appel évidemment à des connaissances, donc il va y avoir des choses qui sont inférées. Or, quel est le bon, ça, je viens de vous le dire. Donc, je peux ne prélever que des informations partielles, je peux négliger des informations pertinentes, mais, surtout, la question c'est comment, en fait, je vais m'arranger pour rendre ces choses cohérentes. Alors, si on vient justement à la sélection de l'information, je vais vous donner trois exemples, dont deux sont empruntés à l'éducation, de choses frappantes qui amènent à montrer que les éléments que nous prélevons de la réalité sont beaucoup plus pilotés par nos idées, nos représentations initiales, que nous avons généralement tendance à le croire.
L'exemple qui est là, je l'emprunte au dernier bouquin de Kahneman avec d'autres collègues, qui s'appelle Noise, enfin le bruit, au sens le bruit statistique. Il dénonce le fait que dans beaucoup de nos actions, dans beaucoup de nos jugements, en fait, il y a du bruit, il y a de l'inconstance, et ils disent en fait, c'est pas très admissible, quoi. Est-ce qu'on peut admettre, par exemple, que des décisions de justice varient d'un individu à l'autre alors que le crime commis est le même? Oui, pas vraiment. Est-ce qu'on peut tolérer qu'un même élève ayant une même performance face à des enseignants différents ou face à un même enseignant à des moments différents puisse avoir des notes différentes? Ce n'est pas très admissible. Et donc, il donne toute une série d'exemples de ce bruit généré par l'évaluation. Et il y a quelque chose qui est tout à fait frappant. Dans la police scientifique, par exemple, à certains moments, il faut vérifier les empreintes digitales, alors celles qui se trouvent sur la scène de crime, et puis les empreintes digitales des personnes suspectes. Alors on se dit, bon, ça c'est hyper scientifique, il n'y a pas moyen de se tromper, une empreinte digitale c'est unique, etc. Oui, alors, quand les empreintes digitales sont extrêmement claires, bon, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Mais les empreintes digitales, c'est souvent le cas, elles sont partielles. D'accord ? Et donc, il y a des chercheurs qui se sont amusés à jouer à ça et à dire à ces experts, experts de la police scientifique, soit on ne donne pas d'informations, soit on dit le suspect a un alibi, soit on dit un témoin oculaire l'a identifié, ou bien encore il a avoué, etc. Et que croyez-vous qu'il se passe? Eh bien, en fait, il y a plus de concordance d'empreintes digitales entre la scène de crime et le suspect quand on dit qu'un témoin oculaire l'avait identifié ou quand il a avoué. Oui. Et il faut bien se rendre compte que ces informations qu'on leur donne, elles ne modifient pas simplement l'interprétation qu'ils font. Tout simplement, en fait, ils ne voient pas certains indices. C'est les cas de cécité, ce qu'on appelle les cas de cécité attentionnelle. Si vous dirigez votre attention, donc si vos idées vous pilotent pour regarder certains indices, vous n'en verrez pas d'autres. Si vous êtes absolument persuadé qu'un élève est un mauvais élève et qui triche en plus, etc., vous avez beaucoup plus de chances de prélever de l'information qui confirme cela. Et donc, il faut en permanence que les enseignants aient un doute. C'est-à-dire qu'il faut en permanence qu'ils remettent en question leur jugement, en particulier en regardant de la manière la plus attentive possible les productions des élèves. Je vous donne deux autres exemples. À performance identique, mesurée par des épreuves standardisées. En moyenne, alors c'est pas vrai pour tous les enseignants, c'est pas vrai pour tous les élèves, mais c'est une tendance générale. Donc à performance identique, les enseignants voient qui sont ceux qui ont redoublé moins bons que ceux qui n'ont pas redoublé. Voilà. Le redoublement stigmatise un peu, active un certain nombre de préjugés. Les enfants d'ouvriers sont vus comme étant moins bons que les enfants de cadre, et les garçons sont vus meilleurs en maths que les filles. Oui. Donc ça, c'est très largement documenté dans la littérature. Je vous donne un troisième exemple qui là renvoie vraiment à de la notation. C'est le fameux effet de source qui avait été montré par les travaux de Noiset et Caverny. Je ne sais pas si vous voyez ce bouquin, c'est un bouquin qui a vraiment marqué parce qu'ils étudiaient de façon systématique la notation et tous les variations de notation. Vous voyez, l'effet de source, c'est l'effet d'assimilation de l'évaluation actuelle aux évaluations attribuées antérieurement au même élève. Oui.
À copie identique, les élèves supposés avoir réalisé antérieurement une bonne performance obtenaient une meilleure note. Oui. On donne des copies à corriger à des enseignants, puis on leur glisse une info. Ouais, ceux-là, ils ont bien réussi là, 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 d'autres non, c'est la même copie. En fait, quand on dit que la performance antérieure était bonne, eh bien, les élèves obtenaient une meilleure note. Même chose, les notes attribuées à des copies d'élèves. Tantôt, on leur dit, alors c'était à l'époque des années 70, hein, donc il y avait encore des filières dans les collèges. Type 1, c'était les meilleurs, enfin, les élèves supposés les meilleurs. Type 3, les élèves supposés les plus faibles. Eh bien, une même copie, selon qu'elle est présentée comme venant d'un élève de type 1 ou comme un élève de type 3, elle n'est pas notée pareil. Les élèves de type 1 sont surnotés par rapport aux élèves de type 3. Vous voyez, ça montre à quel point nos perceptions sont guidées, en fait, par nos idées et par nos représentations. Et vous voyez bien que ça ne va pas dans le sens de l'équité sociale. Alors, j'en viens aux éléments inférés. Vous voyez, on prélève, donc on sélectionne de l'info dans le réel, mais pour faire une histoire cohérente, on a besoin d'inférer un certain nombre de choses. Alors, le drame du genre humain, qui est à la quête, voilà, qui n'aime pas beaucoup raisonner fortement, hein, pour qui raisonner explicitement demande énormément d'efforts, eh bien, c'est que malheureusement, les idées les plus cohérentes sont celles qui reposent sur le moins de faits. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire une histoire bien cohérente de la réalité, eh bien, il vous suffit de ne prélever que quelques informations, et votre histoire, elle sera d'autant plus cohérente que tous les trous seront comblés par des inférences. Et évidemment, des inférences cohérentes avec l'histoire que vous voulez mener. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Là encore, je la tire du bouquin Noise de Kahneman et Simoni. Il y a eu des études qui ont été faites, alors c'est aux États-Unis, mais j'imagine que voilà, en France c'est la même chose, qui ont été faites sur qui est invité dans les émissions dites de débat, d'information, etc. Et ce qu'ils ont remarqué, enfin ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas du tout les spécialistes, les meilleurs spécialistes qui sont invités sur les plateaux télé. D'une part parce qu'on invite plutôt les gens qui passent bien, hein, qui sont télégéniques, etc. Et aussi, fondamentalement, pour une raison particulière, qui est que les spécialistes des questions, ils vont commencer à vous dire quoi ? Ah, attendez, c'est plus compliqué que ça, parce que vous comprenez, il y a une interaction entre ça et ça, puis dans ce cas-là, il y a ça, etc. Bref, l'histoire n'est pas simple, l'histoire n'est pas télégénique, et donc il vaut bien mieux faire venir des pseudo-experts qui vous sortent 2-3 stats, qui ont été évidemment en cherry picking, hein, qui ont été sélectionnés comme ça, pour simplement illustrer une histoire extrêmement cohérente. Donc c'est le paradoxe. En fait, moins vous avez d'infos, plus votre histoire est cohérente, plus votre cerveau est content. Vous voyez ? Alors, c'est évidemment l'inverse auquel il faudrait parvenir, notamment dans l'évaluation des élèves. Il faudrait avoir un maximum d'informations pertinentes et se limiter le plus possible aux inférences, dans les inférences. En effet, la formation des impressions est un système qui est en fait irrépressible. C'est ce que Kahneman a appelé le système 1. Il distingue le système 1, qui est un système qui nous vient spontanément. Ce sont des évaluations qui nous viennent spontanément. Sans même qu'on y pense, c'est implicite, c'est très rapide, ça fonctionne sur des heuristiques, donc des raccourcis de pensée. Voilà, le cas typique, c'est, je sais pas, vous allez au travail le matin en voiture, il y a quelqu'un qui vous double à forte vitesse, qui vous fait une queue de poisson, et tout de suite vous pensez que c'est un chauffard, qu'il est dangereux, qu'il faut lui retirer son permis de conduire. Voilà. Et ça demande un effort
de se dire « Ah, mais bon, est-ce que effectivement c'est une journée particulière pour lui? Est-ce qu'il a sa femme qui est en train d'accoucher et qu'il l'emmène voilà, à fond les ballons à la maternité ?» Vous voyez, ça demande des efforts qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on est prêt à faire spontanément. Ce qui fait qu'il faudrait qu'en fait notre système 1 soit contrôlé par notre système 2, qui est justement le système de réflexion consciente. Sauf que ce système-là, eh bien, il est lent, il est coûteux cognitivement, et donc, d'une part, on ne peut pas le mettre en activité tout le temps, hein, parce que parfois, tout simplement, lorsque vous êtes au volant, vous avez quand même intérêt à savoir si la voiture qui vous croise est dangereuse ou pas. Donc, globalement, ce système 1, il sert à vivre et il produit des évaluations qui sont généralement assez bien adaptées au monde que l'on vit, mais en même temps, comme il fonctionne sur des représentations immédiates, des préjugés, des stéréotypes, il peut assez largement se tromper. Donc il faut que ce système 2, en tout cas là où c'est possible de le faire, et en particulier par exemple à l'école, à tête reposée, quand on regarde les copies des élèves, il faut que ce système 2 là, il prenne le contrôle en quelque sorte sur ces évaluations très immédiates. Alors, pour illustrer ça, je vais vous parler de l'effet de halo. L'effet de halo, c'est l'idée que l'impression générale que vous faites d'une personne, elle va avoir tendance à colorer les évaluations spécifiques, que ce soit en termes d'activité ou en termes d'habileté, que vous allez porter sur ces personnes. Par exemple, vous pensez que, je ne sais pas quoi, moi, le petit Julien est un très bon élève, eh bien, vous allez plutôt avoir tendance à penser que, puisque c'est un très bon élève, il est probablement bon en français, mais aussi il est probablement bon en maths. S'il est bon en maths, c'est qu'il est bon en algèbre. S'il est bon en algèbre, c'est qu'il est bon en géométrie, etc., etc. Bref, tout un ensemble de choses comme ça, mais probablement aussi, vous allez vous dire, c'est un élève motivé, c'est un élève sérieux, appliqué, qui a un bon comportement. Bref, vous voyez, toute cette espèce de coloration-là, qui fait que on a tendance, là encore, vous voyez bien, à rendre nos évaluations cohérentes. Vous voyez ? L'effet de halo, c'est une espèce de formidable mise en cohérence de tout ce qu'on pense d'une personne au profit d'une impression générale. Et donc, là encore, mais c'est typique, hein, là encore, je dis bien, c'est pas juste les enseignants, hein, c'est tout le monde. On va avoir tendance à supprimer l'ambiguïté, à réduire la dissonance cognitive, parce que la dissonance cognitive, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. Bon, cet effet de halo, il a été étudié dans beaucoup de contextes. Une des choses associées, comme je vous l'avais dit, hein, le jugement, c'est du contenu, c'est de la confiance. Et l'effet de halo, il va avoir tendance probablement à conforter la confiance qu'on va avoir dans notre jugement, justement puisqu'il nous raconte des histoires très cohérentes. Et là, je reviens encore à Kahneman, hein, le bouquin Système 1, Système 2. Oui, il prévenait déjà, il disait, oui, il ne faut pas voir dans une grande confiance en soi la preuve de l'exactitude. Une faible confiance en soi en constituera en fait plutôt un meilleur signe. Alors je reviens toujours là. Je vais vous illustrer ça avec deux études qu'on a conduites. Voilà, c'est une équipe de mon labo, hein, le LARAC, qui a fait ça. Voilà, si vous voulez retrouver les publications, elles sont là. Je vous donnerai le PowerPoint. Hein. En fait, qu'est-ce on a voulu étudier justement cet effet de halo dans le jugement des enseignants.
Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en effet que le jugement des enseignants, il est beaucoup plus homogène que ne le sont les résultats des élèves. En réalité, comment on a fait? On a fait passer des épreuves standardisées à des élèves, donc dans des domaines un petit peu, dans des habiletés un peu spécifiques. Ça pouvait être, par exemple, des exercices de phonologie, de compréhension d'écrit, de compréhension orale, de décodage, de lecture de pseudomots, etc., etc. Et cette évaluation, on la montrait aux enseignants. Et on leur disait, à votre avis, pour l'élève un tel, donc pour un certain nombre d'élèves de leur classe, on faisait 3 élèves forts, 3 élèves moyens, 3 élèves faibles pour qu'ils n'aient pas à répondre à ça, ce soit un travail trop important. On leur disait, à votre avis, cet élève-là, le petit Mathieu, est-ce qu'il va réussir à cet item-là ou échouer? Puis la petite Julie, elle va réussir ou elle va échouer, etc., à chacun des items. Et on leur demandait en même temps d'indiquer un degré de confiance. Depuis je suis pas du tout sûr, jusqu'à je suis tout à fait sûr. Et donc vous voyez bien qu'on avait d'un côté des données qui étaient la prédiction de réussite de l'enseignant, et de l'autre côté la réussite effective des élèves. Et bien quand on analyse ça, on s'aperçoit que il y a beaucoup moins de corrélations. Les corrélations sont beaucoup moins fortes entre les différentes habiletés dans les résultats effectifs des élèves que ne le pensent les enseignants. Les enseignants, il y a une espèce de facteur général très fort qui apparaît. Ils pensent les élèves comme étant globalement forts ou globalement faibles, et à partir de là, ils déclinent leurs évaluations, les rendant du coup beaucoup plus homogènes. Mais surtout, ce qu'on a montré, c'est que plus les enseignants ont confiance dans leur jugement, c'est-à-dire plus à chaque fois qu'ils jugeaient, ils disaient oui, j'en suis sûr, ou presque sûr, ou tout à fait sûr, plus en fait, ils étaient sujets à un effet de halo. Donc vous voyez comment les choses marchent. En fait, la confiance est parfois plutôt mauvaise conseillère et va conduire à injecter dans la réalité qu'on a à évaluer davantage en fait de nos propres idées, de nos propres représentations, que ce qui se trouve effectivement dans cette réalité-là. Et là, comme vous pouvez vous en douter, se jouent les représentations de qui est bon élève, qui est jugé comme étant un élève en difficulté. En moyenne, les bons élèves sont plutôt les élèves des catégories favorisées. En moyenne, les élèves en difficulté sont plutôt les élèves de catégories défavorisées. Et donc, vous avez simplement comme ça des phénomènes qui sont des phénomènes de jugement qui créent en fait en eux-mêmes de la différenciation et des inégalités sociales. Je veux juste... je sais que Fabrizio Butera va intervenir mercredi, donc je veux pas dévoiler ce qu'il va dire. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais je ne pense pas qu'il va parler de ça. Mais je voulais juste vous montrer quelque chose d'assez marrant, en fait, qui est lié proprement aux enjeux de l'éducation et au but de l'éducation. Ils ont fait une étude dans laquelle... Alors, leur sujet, c'est des étudiants. Donc, certes, ce n'est pas des enseignants professionnels, mais ils ont placé des étudiants dans une situation d'évaluation de copie, d'évaluation de dictée. Et ces étudiants, ils leur ont dit, à chaque fois, vous allez, comme si vous étiez un enseignant du secondaire, et vous allez évaluer ces dictées. Et dans un cas, il leur dit, c'est dans le but de sélectionner, et donc il faut noter il faut mettre une note chiffrée qui va permettre de classer les élèves. Et puis il y a une autre condition dans laquelle ils disent à ces étudiants,
Voilà, là c'est vraiment pour faire progresser les élèves, c'est une évaluation formative, disons, pour faire court, et vous allez, non pas mettre de notes, mais vous allez mettre un commentaire formatif. Eh bien, figurez-vous qu'évidemment, alors que toutes les copies sont les mêmes, d'un groupe à l'autre, eh bien, figurez-vous que les étudiants qui sont placés dans le rôle de l'évaluation de la sélection, eh bien, ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, les copies sont présentées tantôt comme appartenant à un élève de milieu favorisé, tantôt défavorisé. Eh bien, les étudiants qui avaient été placés dans une situation, disons, très sommative, très sélective, ils voient qu'ils perçoivent plus d'erreurs dans les copies des élèves défavorisés que ceux qui sont dans la situation d'évaluation formative. Comme si, en fait, la situation elle-même de sélection, d'évaluation sommative, activait un certain nombre de représentations qui font que, là encore, vous voyez bien, ils ont la dictée, ils décomptent les erreurs, et ils voient plus d'erreurs dans les dictées des élèves défavorisés lorsqu'ils sont dans une position d'évaluation, ce qui est tout à fait frappant. Il faut laisser combien de temps de discussion à peu près ? D'accord. Alors, j'ai le temps de présenter encore un petit truc ? Voilà. Peut-être la présentation est dense, je ne sais pas, au milieu de l'après-midi. Je vais changer de registre. Je vais changer de registre parce que les parcours scolaires, ce n'est pas juste de la réussite au sens acquisition, au sens sélection par les élèves, par le système, par les examens, etc. C'est aussi des parcours qui sont construits par l'orientation et par des décisions d'orientation. Ce que je vais vous montrer là, c'est les résultats d'une grosse enquête qu'on a faite, qui est exhaustive sur, sur tous les élèves de la. Alors c'est l'Académie d'Amiens, alors voilà, c'est pas la Guyane, c'est pas l'Isère, mais bon, j'imagine que ce qui s'y passe n'est pas fondamentalement différent de ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, on avait toute une enquête sur les élèves de 3e de 2015-2016, l'Académie d'Amiens, ça représente 173 collèges, etc., etc., donc une grosse base de données. Et dans cette base de données, on avait tous les résultats des élèves au contrôle continu, donc à toutes les différentes matières, et puis on avait tous les résultats des étapes d'orientation. Donc vous savez, l'orientation, ça commence par les intentions des familles. Sur la base de ces intentions, les collèges forment des recommandations. Sur la base de ces recommandations, les familles forment des vœux définitifs. Et enfin, il y a une décision du collège. Mais nous, c'est ça qu'on a voulu interroger. Et pour essayer de voir comment, en réalité, se forment, dans un premier temps, les intentions des familles. Et puis, dans un second temps, que produit tout ce processus-là. Alors, ce que je vous présente là, c'est juste l'idée que les élèves vont choisir une seconde générale technologique, ou bien ils vont s'orienter vers le cycle professionnel, professionnel long ou professionnel court. Donc disons, voilà, la voie académique classique versus une voie plus courte et professionnalisante. Et donc, c'est les intentions, dans un premier temps, que je vous montre. Alors, il y a derrière tout ça des modèles statistiques un peu compliqués, mais je vous les présente de la manière la plus simple possible. Vous avez ici en abscisse les moyennes au contrôle continu, général donc, des élèves, qui varient de 0 à 20.
Soit dit en passant, on en a trouvé qu'il y avait presque zéro, hein, donc ouais, c'est une grande variabilité. Et en ordonnée, vous avez la probabilité de demander la seconde générale. Ce que vous pouvez voir, c'est que quand les moyennes sont vraiment très très mauvaises, quasiment personne ne demande la seconde générale. Quand les moyennes sont très bonnes, 14 et plus, quasiment tout le monde demande la seconde générale. Et évidemment, la probabilité va augmenter au fur et à mesure que les notes de contrôle continu deviennent meilleures. Donc vous voyez, il y a une courbe en S comme ça, il y a même deux courbes en S. La bleue, c'est les enfants de profs. En gros, c'est nos enfants. Voilà. Et en rouge, c'est les enfants d'ouvriers. Vous voyez que ces deux courbes se distinguent à notes identiques. Alors, il y a deux manières de lire ce graphique. On peut le lire horizontalement, vous voyez, comme ça. Je dis voilà. Vous voyez, pour avoir 60% de chance de demander une seconde GT, un enfant de prof, il lui faut une moyenne de 8,5 à peu près. Ce qui n'est pas... Voilà. Alors qu'un enfant d'ouvrier, il lui faut une moyenne de 10. Donc il faut qu'il soit plus fort pour demander la même chose. Et on peut lire également verticalement. Quand on a 10 de moyenne, donc évidemment, on l'a déjà vu pour les enfants d'ouvriers, quand ils ont 10 de moyenne, ils ont 60% de chance de demander la seconde GT. Mais quand ils sont enfants de prof, un enfant de prof qui a 10, il a 80% de chance de demander la seconde GT. Donc, les intentions reflètent à un niveau identique des ambitions très générales. Donc on verra après, du coup, que fait le collège par rapport à cela. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est un modèle général. Alors, vous affolez pas, dans un premier temps, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je zoomerai après. Le modèle général du processus d'orientation. Voilà. Je vous le montre. Ici, il y a des processus individuels. Là, voilà. Ici, il y a des processus qui sont des processus intercollèges. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de collège, par exemple, qui font varier les choses? Là, je ne vais pas trop m'y intéresser. Ce qui est important ici, c'est de voir que, vous voyez, vous avez les intentions, ici, les recommandations, les vœux. Vous avez les intentions qui, évidemment, sont liées aux recommandations, les recommandations qui sont liées aux vœux, puis vous avez même encore des intentions qui sont liées aux vœux indépendamment des recommandations. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Et je vais commencer par vous montrer voilà, l'effet des moyennes des notes. On l'a vu, vous voyez, les flèches noires indiquent des relations positives, avec la valeur. La valeur vous dit rien, mais peu importe. Oui. Oui, plus les notes moyennes au contrôle continu sont élevées, plus les familles formulent des intentions de seconde GT. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Mais regardez ce qui se passe, parce qu'en fait, on avait les notes de toutes les évaluations, de toutes les disciplines, mais on a en fait sorti les moyennes de art et technologie. Regardez ce qui se passe. Alors, sachant que, après c'est A note moyenne identique, A indice social identique, tout ça, c'est des modèles qui permettent de contrôler tout ça. Donc, si vous ne faites varier que la note d'art ou de technologie, vous voyez, regardez, elle est liée négativement aux intentions. Toutes choses égales par ailleurs, plus les élèves ont de bonnes notes en art et en techno, moins ils demandent la seconde GT. Ce qui est un petit peu étonnant en tout cas. Parce que ça revient un petit peu à dire
ils sont meilleurs dans certaines disciplines, mais du coup, ils s'interdisent le parcours académique le plus prestigieux, entre guillemets. Mais du coup, regardez ce qui se passe pour les recommandations. Vous voyez que cette fois, alors, il faut comprendre que c'est donc maintenant, à intention identique. Qu'est-ce qui se passe pour les recommandations? Vous voyez que cette fois, la flèche, elle est noire, donc elle est positive. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le conseil de classe, il corrige ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, ah ben attendez, voilà, vous avez des bonnes notes là, au contraire, du coup, on va plutôt recommander plus souvent la seconde GT à des élèves qui se la sont refusés et qui avaient de bonnes notes. Donc on voit bien ici un aspect, on va dire, compensation du conseil de classe. Si vous regardez les autres moyennes ici, donc évidemment on l'a vu, c'est une positive, hein. Plus les élèves sont forts, plus ils demandent la seconde GT, mais le conseil ici, lui aussi, va surajouter quelque chose à ça. C'est-à-dire que, de toute façon, probablement tout à fait normal, il va dire à certains élèves, attends, c'est un peu juste quand même pour aller en seconde GT, vu ta moyenne, et puis peut-être toi, tiens, qui as plutôt une bonne moyenne, tu ne veux pas y aller, on te pousse à y aller, d'accord? Donc en fait, ils vont accroître de manière a priori tout à fait normale le poids de la note dans l'orientation. Pour l'instant, vous allez me dire, le conseil remplit bien ses obligations en quelque sorte, sa fonction. Regardez maintenant l'indice social. L'indice social ici, c'est celui que je vous ai montré, c'est le décalage des courbes. Il montre qu'à niveau identique, les élèves favorisés demandent plus fréquemment la seconde GT que les autres. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? On pourrait s'attendre à ce que le conseil corrige ça. Oui, et dise, voilà, d'une certaine façon, c'est pas parce que vous êtes moins favorisé que vous ne devez pas demander une orientation ambitieuse, puisque vous avez les notes pour ça. Okay, et regardez, c'est pas ce qui se passe, puisque on est à nouveau sur un effet positif, ce qui veut dire que là, vous voyez, les recommandations, c'est à intention donnée, et toute chose égale par ailleurs, le collège va renforcer l'effet de biais social. C'est-à-dire qu'il va rajouter de la différenciation sociale là où elle existait déjà dans les intentions. Et au bout du compte, regardez bien ce qui se passe, vous avez encore une flèche positive qui va au vœu, ce qui veut dire qu'à recommandation identique, à intention identique, et toutes ces choses-là étant contrôlées par ailleurs, en fait, les familles favorisées vont persister davantage dans les vœux définitifs. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a plus d'écarts sociaux au terme de la procédure qu'il n'y en avait au départ. Et paradoxalement, le collège n'a pas corrigé ça, le collège a accru cela. Alors, il y a probablement tout un ensemble de raisons à ça. Ça ne veut pas dire que les enseignants soient irrationnels, etc. Je pense d'une part qu'ils sont aveugles à ça. Vous voyez, on peut extirper des choses comme ça parce qu'on a des modèles très complexes qui permettent de séparer les effets des différentes variables. Ce n'est pas visible à l'œil nu, d'accord ? Mais il se trouve que c'est ce qui se passe. Et on est là, en fait, sur un système qui entretient, voire amplifie les inégalités sociales d'orientation. Voilà, comme j'avais plus que 5 minutes, voilà, donc je m'arrête là.
J'ai trop parlé sans doute.